Ça va mec? Ouais, c'est bon. Je suis prêt pour la vidéo. Bien! Il est grand temps de changer un petit peu des film et de revenir sur quelque chose de plus vidéoludique. The Binding of Isaac, sans doute le roguelike le plus connu de l'univers du jeu vidéo. The Binding of... Ouais non, c'est quand même long à dire. Ouais, on va dire BOI, ce sera plus simple. Donc, BOI est un jeu tout d'abord sorti en 2011, mais nous n'allons pas parler de ce jeu pour la simple et bonne raison que je n'y ai jamais joué. Donc aujourd'hui nous allons parler de sa suite, The Binding of Isaac Rebirth, sorti en 2014, que j'ai torché avec plus de 260 heures de jeu. Et certains te diront que 260 heures c'est rien du tout. Oui, tu as raison de souligner ce point, parce que quand ta vie se résume à passer tes journées et tes nuits sur Skyrim pour réussir je ne sais quelle quête, et que de ce fait ton quota d'heures de jeu s'élève à plus de 3000 heures de jeu, soit 4 mois passés non-stop devant ton PC, alors oui, tu pourras me faire remarquer que 260 heures c'est pas grand chose. Suite à quoi je t'inviterai à faire un point sur ta vie afin de te rendre compte de qu'est-ce que tu aurais pu faire de ces 3000 heures perdues. Bref! Dans cette vidéo, je vais tout d'abord parler du jeu en lui-même, de ses mécaniques et de son gameplay en passant par le décryptage de certains boss finaux. Puis après un petit détour scénaristique, je vous livrerai, gentilhomme que je suis, quelques techniques pour pouvoir réussir à totalement broke the game. BOI est donc un jeu solo disponible sur Steam pour le doux prix de 15€, ce qui est ma foi un prix plutôt correct. Et celui-ci se base énormément sur la RNG, on progresse de salle en salle durant chaque étage, avec une génération totalement aléatoire. Et le jeu est en constante expansion tout en étant déjà énorme à la base. Je m'explique. Durant votre première partie, vous n'aurez que 6 étages à compléter. Chaque étage a ses propres ennemis et types de salles attribués, et chaque étage se termine également par un boss random, à l'exception du dernier étage durant lequel vous affronterez Mom. Votre mère. Une fois Mom battu, vous débloquerez 2 nouveaux étages pour vos parties futures. Et dans ces 2 étages, vous allez littéralement rentrer dans votre mère. Dans son vagin plus précisément. T'étais pas obligé de traduire. Ou dans son utérus. Arrête, stop! Le 3ème étage, c'est le vagin terrifiant. Putain, y a des gosses là, arrête! Mais ce n'est pas le fait de rentrer à l'intérieur de sa génitrice qui stoppera notre bon Isaac, puisqu'au terme de ces 2 étages aux musiques entraînantes et joyeuses, vous pourrez défoncer à grands coups de larmes le cœur de votre douce maman. Ceci sera le point d'arrêt de votre partie ainsi que des précédentes, mais répétez cette opération 11 fois et vous débloquerez la suite du jeu. Mais pourquoi 11 fois? Bah demande à ta mère. Mais elle est morte. À partir de ce moment-là, le jeu va continuer dans sa lancée de glauque et de malsain puisque Mom Earth sera transformé en It Lives, un espèce de croissant génétique entre un bébé mort et un système digestif d'autruche. Grosso merdo, c'est le même boss, mais une fois que vous l'aurez battu, vous obtiendrez 2 nouveaux accès vers 2 nouveaux étages. Une trappe menant au Sheol où vous affronterez Satan, et un halo de lumière menant à la cathédrale où vous pourrez affronter Isaac. Donc oui, vous pouvez vous battre contre Isaac tout en étant Isaac. Battre l'un de ces 2 boss fera terminer votre partie sans rien ouvrir de plus. Ah! Enfin, c'est fini! Ça, c'est ce que tu crois, petite merde, mais n'oubliez jamais que Binding of Isaac n'a jamais fini de grandir. Une fois Satan battu 5 fois, vous débloquez The Negative, un item récupérable après avoir battu Mom. Et si vous battez Satan avec The Negative sur vous, vous débloquez un accès dans The Dark Room où vous pouvez affronter The Lamb. Et après, c'est fini. En fait, ce jeu aurait dû s'appeler The Dark Descent. Déjà pris. Merde! Bien évidemment, cela fonctionne également dans l'autre sens. Si vous battez Isaac 5 fois, vous débloquerez The Polaroid qui vous mènera dans The Chest où vous affronterez Blue Baby, qui est également un autre personnage jouable du jeu. Ouais, ils avaient plus d'inspi à ce moment-là pour les boss. Mais dis-moi, une petite question. Je t'écoute. C'est quoi la grande porte dorée qui est au début de The Chest et The Dark Room? Oh, ça, c'est juste la porte pour pouvoir aller affronter. Parlons maintenant plus précisément du gameplay en lui-même. Durant toute votre partie, vous allez récolter différents items qui vous approprieront des pouvoirs. Il y a 2 types d'items. Tout d'abord les items passifs. Ceux-ci, vous allez les absorber, ils vont vous donner un pouvoir, mais vous ne pourrez plus les quitter ensuite. Ainsi que les items actifs. Vous ne pourrez en avoir qu'un seul sur vous, et ils s'activent en appuyant sur la barre espace le plus généralement. Ils mettent ensuite un certain nombre de salles à se recharger. Et si autant il existe d'excellents items comme Brimstone, Guppy's Head ou Mom's Knife, il existe également des items horribles qui ont été créés par des connards de développeurs dont le seul et unique but devait être de pourrir votre expérience de jeu. Et comme je suis très gentil au fond, et surtout que t'as très envie d'avoir des pouces bleus, chut, faites pas le dire, j'ai décidé de vous livrer 3 items à éviter à tout prix si vous êtes débutant. Tiny Planet. Bon, dans BOI il y a une certaine logique physique, vous pouvez tirer vos larmes à droite, à gauche, en haut, en bas, et toujours de façon rectiligne. Mais certains items vont changer ces tirs, comme par exemple cette merde, qui va vous faire tirer circulairement autour de votre personnage. Oh putain, je vous laisse imaginer la galère que c'est pour pouvoir viser correctement et toucher les ennemis avec. Il est juste nul et toutes les synergies qu'on peut créer avec ces items sont juste pourries. Putain mais tout cassé mon chapeau. Soy Milk.
Dans BWI, vous avez différentes caractéristiques qui peuvent altérer suivant les items que vous récupérez. Les quatre principales sont les dégâts, la cadence de tir, la vitesse des larmes et la portée. Les plus importantes étant bien évidemment les deux premières. Pour la plupart de ces valeurs, plus elle est haute, mieux c'est. Sauf pour la cadence de tir. Celle-ci étant à 9 de base pour la plupart des personnages, plus elle est basse, plus cela signifie que vous tirez vite. Ainsi, une cadence de tir à 6 est plutôt rapide et une cadence de tir à 15 est très lente. Et bien Soy Milk réduit votre cadence de tir à 2. Bah où est le problème? C'est bien de pouvoir tirer comme une mitraillette, non? Oui, tu as raison, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que celui-ci fait également baisser vos dégâts de 30, sachant que les dégâts de base de chaque personnage sont de 2 en moyenne. D'ailleurs, vous vous souvenez de Tiny Planet? Eh bien imaginez si on combine les deux maintenant. Oh non. Eh si. Et justement, l'un des challenges de BOE, Head Trauma, consiste exactement en ce que personne ne voudrait qu'il existe. Tiny Planet Soy Milk. This is awesome. I love this. It's amazing. Look at that shape it's making. That's pretty cool. Et enfin, le pire de tous, un familier détesté de la quasi-totalité des joueurs de BOE, Bob's Brain. C'est un chou, c'est un cerveau. Et vert, ce mignon petit cerveau vous suivra partout où vous allez, puis foncera dans la direction vers laquelle vous tirez pour exploser au contact des ennemis. Et si celui-ci survit à l'explosion, il sera empoisonné. Du coup, là encore, on peut se dire, mais où est le problème? C'est bien comme familier, non? Oui. Sauf que dans BOE, pour maximiser tes chances de toucher un ennemi, il vaut mieux être plutôt proche, sans non plus lui faire des câlins. Je vous laisse donc 3 secondes pour prendre ces deux situations et trouver le problème. Bob's Brain vous explose en permanence à la gueule. Et c'est pas genre il pète un coup et on n'en parle plus, parce qu'au bout d'un moment, il réapparaît. Et comme c'est un item passif, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Parlons des boss maintenant. Globalement, ce sont tous des abominations de la nature, un peu comme toi, mais leur design mignon les rend plus rigolos qu'ignobles. Et il y a bien évidemment des boss finaux plus puissants que les autres. Je vais donc vous parler des 3 meilleurs boss finaux du jeu selon moi, ou en tout cas les plus intéressants à critiquer. Méga Satan. Boss final des boss finaux de Rebirth, en soi son affrontement n'est pas compliqué, puisque si vous voulez vous mesurer à lui, c'est que vous êtes un minimum bien stuff. Ce qui est compliqué, c'est surtout de réussir à l'atteindre. Voici donc un petit tuto concocté par mes soins afin d'apprendre à aller affronter Méga Satan. Souvenez-vous, à partir du 2e étage, vous pouvez obtenir des Devil Deals. Alors voilà ce que vous devez faire. Dans le premier Devil Deal que vous obtiendrez, vous ne devrez acheter aucun objet. Vous pouvez très bien récupérer ceux qui vous sont offerts dans les coffres rouges, mais n'en achetez aucun. À partir de l'étage suivant, vous aurez donc 50% de chance d'obtenir une Angel Room. À la différence des Devil Deals, les Angel Room vous filent des items gratis. Une fois que vous en obtenez une, rentrez dedans et faites exploser la statue de l'ange avec une bombe. Cela fera apparaître l'un des 2 archanges, Uriel ou Gabriel. Une fois battu, il vous lootera une moitié de clé. Répétez l'opération avec une seconde Angel Room et vous récupérez l'autre moitié de la clé qui ouvrira la grande porte dorée de Méga Satan dans The Chest ou The Dark Room. Attention néanmoins, si au cours de votre partie vous achetez d'autres items dans un Devil Deal, vous risquez de perdre vos chances d'obtenir une Angel Room. En soi, comme je l'ai déjà dit, Méga Satan n'est pas si compliqué à affronter, puisque si vous y allez, c'est que vous êtes bien équipé pour ça. Son panel d'attaque est relativement simple à expliquer puisque toujours tracé à l'avance. Faites juste attention à son méga laser Brimstone qui pourra vous prendre au dépourvu. En soi, si le combat est assez long, c'est parce qu'au bout d'un moment, Méga Satan se mettra en retrait et il vous enverra alors des mini-boss que vous devrez affronter. Vous devrez donc vous battre contre les 7 péchés capitaux en mode super, contre les 4 cavaliers de l'Apocalypse et contre les 2 archanges. Et au terme d'une dernière phase où vous affronterez son squelette, vous l'aurez enfin battu. Félicitations, un icône de Brimstone apparaîtra alors sur la fiche de votre personnage. Mais quelques conseils pour affronter Méga Satan, tout d'abord faites-vous une bonne réserve de vie, le combat sera long et vous risquez de vous prendre pas mal de coups. Lorsqu'il envoie une de ses attaques, mettez-vous en retraite et analysez vite les patterns de manière à vous mettre dans des angles morts ou des points où il ne vous touche pas. Delirium. Sans doute le boss le plus puissant du jeu, rajouté par le DLC Afterbirth Plus. Tout comme Méga Satan, Delirium est assez dur à atteindre, mais contrairement à lui, il est très puissant. Pour l'affronter, vous devrez tout d'abord atteindre... Je suis un peu malade, excuse-moi. Pour l'affronter, vous devrez tout d'abord vous rendre dans l'étage Void, dont l'accès apparaîtra aléatoirement à la fin de boss finaux. L'accès a 5% de chance de s'ouvrir après avoir battu Mom, 10% après Homer Sweet Leaves, 15% après Satan ou Isaac, 20% après The Lamb ou Lou Baby, 50% après Méga Satan et 100% après avoir battu The Hush. La particularité de The Void est que chaque salle n'a pas de skin spécifique. Elle sera attribuée au hasard parmi les skins et les ennemis que l'on trouvera dedans parmi tous les étages du jeu. L'étage en lui-même est immense, à peu près 2 étages XL et il y a entre 5 et 20 salles de boss. Delirium est l'un des rares boss à être affronté dans une salle en format 2x2. Du coup, on pourrait se dire ah ouais, bah tu regardes juste sur la map et tu vas que dans la seule salle en 2x2 alors. Bah ouais. Mais non, parce que toutes les salles sont en 1x1 sur la carte et elles ne se dévoilent entièrement qu'une fois rentrées dedans. The Void est l'étage du chaos pur et il en est bien symbolisé par le boss Delirium. En effet, celui-ci symbolise la démence, la folie qui s'illustre parfaitement dans ses patterns, puisque la capacité première de Delirium est qu'il peut prendre l'apparence d'absolument n'importe quel boss du jeu.
à quelques exceptions près. Et quand il se transforme en un boss, il reprend également ses patterns et ses attaques. Mais ce qui rend Delirium vraiment très dur à battre, c'est son affrontement crescendo. Plus le combat avance et plus Delirium devient dément. Il se met à se téléporter, à bouger, à changer de forme, à attaquer, à balancer des larmes, voire même à se dédoubler de plus en plus vite. Mais surtout, c'est un putain de sac à PV. Si vous voulez affronter Delirium, assurez-vous d'être vraiment bien stuffé. Pummeling Shot vous sera très utile puisqu'il bouge dans tous les sens, alors gardez-vous peut-être un Magician sous la main. Et surtout, assurez-vous d'avoir un max de dégâts et pas mal de vie, vous allez vraiment en avoir besoin. Ultra Gridir. Version hard du boss Ultra Grid, rajouté par Afterburst Plus. Alors, le problème avec Ultra Gridir, c'est qu'il est fort, mais il est débilement fort. Je m'explique. Delirium et Mega Satan sont forts, mais vous n'êtes pas obligé de les affronter. Si c'est votre objectif à la base, mais qu'au cours de votre partie vous vous rendez compte que vous n'avez pas le stuff nécessaire, vous pouvez décider de vous rabattre sur un autre boss final. Le problème avec Ultra Gridir, c'est que c'est le seul et unique boss final du mode Gridir. Du coup, on est obligé de finir par lui. Du coup, quel que soit votre stuff, vous serez obligé de terminer par lui. Et quand tu vois à quel point il est fort... Durant la première phase, vous allez affronter Ultra Grid, qui est déjà très fort, puisqu'il attaque notamment avec la roulette des yeux, qui lui permet de faire apparaître des bombes, des pièces tournoyantes, de se régénérer de la vie, ou d'invoquer des vagues d'ennemis. Mais la seconde phase... Oh putain... Il saute de partout, envoie des rochers, balance des pièces, et envoie des lasers brimstone. Et environ 90% de ses attaques explosent. En gros, si vous n'êtes pas bien stuff dès le départ, bah vous êtes juste dans la merde. C'est tout. Faisons maintenant un petit tour du côté de l'histoire. On y incarne, en tout cas pour la première partie, Isaac, dont l'histoire, plus triste encore que la fin de SLG, aura de quoi vous faire verser des grosses larmes type Polyphémus. Isaac, dont la sœur Magdalene est morte et dont le père est parti, vit seul avec sa mère, très croyante. Un jour, celle-ci entend la voix de Dieu qui lui dit « Ton fils est corrompu, confisque-lui tous ses biens. » En tant que mère responsable qui pense avant tout au bien de son fils, celle-ci n'hésite pas une seconde et obéit à la voix de Dieu. Suite à cela, notre bon Isaac, se retrouvant à poil et sans un jouet, se fait chier comme un rat mort. Mais c'était sans compter sur Dieu qui, non content de lui avoir foutu les couilles à l'air, retourne parler à sa mère. T'es vraiment un poète. C'est bien, tu m'as obéi comme une conne, mais ton fils est encore corrompu. Enferme-le dans sa chambre si tu veux me prouver ta loyauté. Ni une ni deux, voilà notre bon Isaac enfermé dans sa chambre toujours à poil. Mais soudainement, Dieu qui semblait ne rien avoir de mieux à faire que de faire chier un gamin de 5 ans, retourne parler à sa daronne. Bon, comme je me fais vraiment chier et que t'es assez conne pour m'obéir... Bah tu vas aller buter ton fils, tiens. Alors la mère, qui semble ne pas avoir pris ses cachets contre l'homicide infantile, prend un couteau et se dirige vers la chambre d'Isaac. Celui-ci, qui a tout vu grâce à une fissure dans la porte de sa chambre, trouve une trappe sous le tapis et s'enfuit dans la cave, là où commence son aventure. En réalité, ceci n'est que le début. À chaque fois que vous battez un boss final, vous avez une cinématique qui vous éclaire un peu plus sur l'histoire. Il existe différentes interprétations, et la plus connue veut qu'en réalité tout ce que nous jouons et ce que Isaac vit n'est pas réel. En fait, Isaac, terrifié par l'arrivée de sa mère, se cache dans son coffre à jouets et se met à s'imaginer toutes ses aventures. Il développe plusieurs personnalités symbolisées par les différents personnages que l'on peut jouer, mais finira par mourir étouffé dans son coffre. Mais si jamais l'histoire d'Isaac vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo de Léo Techmaker faite sur la chaîne Dico qui m'a beaucoup éclairé sur l'histoire d'Isaac. À présent, voici quelques petits conseils pour pouvoir totalement broke the game, petit fifou que vous êtes. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, broke the game désigne le fait d'exploiter une faille du jeu, pas forcément un bug, afin de se rendre quasiment invincible. Cela passe donc par la collecte d'un grand nombre d'items. Pour ce premier moyen de broke the game, faites une partie en mode normal avec n'importe quel personnage, même si je vous conseille de prendre Isaac, puisque son D6 pourra vous être utile. Il va tout d'abord falloir vous équiper de Blancard ainsi que de la rune Yera. Grâce à cela, vous pourrez dédoubler tous les consommables de la salle grâce à Blancard qui copiera l'effet de Yera. Ensuite, rendez-vous dans The Chest. Attention, prévoyez à l'avance un grand nombre de clés ou alors équipez-vous de Paperclip qui vous permet d'ouvrir gratuitement les coffres dorés. Une fois arrivé dans The Chest, n'ouvrez surtout pas les coffres dorés, allez plutôt compléter quelques salles afin de trouver une batterie. Une fois que vous en aurez une, dédoublez-la avec Blancard, puis retournez compléter quelques salles afin de recharger votre item actif et revenez redédoubler les batteries. Si tout va bien, vous devriez en avoir 4, et c'est là que ça devient amusant. Utilisez une des batteries pour pouvoir redédoubler une nouvelle fois les batteries et continuez comme ça pendant quelques temps afin de vous faire un bon stock de batteries. Suite à cela, retournez dans la première salle et dédoublez les coffres jusqu'à ce qu'ils remplissent la totalité de la salle. Ne les faites pas déborder, sinon ce sera chiant après pour la collecte des items. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout ouvrir et vous faire plaisir. Autre petit conseil, si jamais vous réussissez à récupérer une rune P-Throw ou directement une D6, vous pourrez même reroll les items que vous ne voulez pas. Cette technique n'est pas simple à réaliser puisqu'il faut réunir un grand nombre de conditions. Elle se base donc énormément sur la chance. Mais surtout, elle n'est utile que pour l'affrontement contre Blue Baby, Mega Satan ou Delirium si vous avez de la chance. Pour cette deuxième technique qui vous permettra plus facilement de vous battre contre Ultra Gridir, faites donc une partie en mode grid. Encore une fois, je vous conseille de prendre Isaac pour son D6. Il va tout d'abord vous falloir récupérer le D20 qui vous permet de reroll tous les consommables de la salle. Rendez-vous ensuite dans un étage où vous n'avez fait aucune vague d'ennemis et d'affronter-les toutes sans récupérer une seule pièce. Assurez-vous également qu'il y ait une batterie dans le shop. S'il y a une machine de reroll, vous pouvez l'utiliser pour en faire apparaître une. Une fois que vous serez donc équipé du D20, que vous aurez complété totalement les vagues d'un étage avec toutes les pièces et que vous aurez une batterie dans le shop, vous allez pouvoir commencer à vous amuser. Grâce au D20, vous allez reroll toutes les pièces de la
places salles qui vont se changer en d'autres consommables comme des cœurs, des clés, mais surtout des coffres. En effet, lorsque vous allez ouvrir un coffre, celui-ci va faire apparaître encore plus de consommables, donc encore plus de choses à reroll. Vous allez donc ouvrir tous les coffres, puis aller acheter une batterie afin de re-reroll à nouveau. Répétez cette opération plusieurs fois en ramassant des pièces si nécessaire pour acheter des batteries, et vous devrez vous retrouver à un moment avec un très grand nombre de pièces qui vous permettront d'acheter absolument tous les items que vous voudrez dans le shop. Au bout d'un certain temps, les coffres se mettront eux aussi à looter des objets. Cette deuxième technique est beaucoup plus simple à réaliser puisqu'il ne faut que récupérer le D20 et accessoirement une batterie dans le shop, et elle vous permettra notamment d'affronter plus facilement Ultra Grenadier. Voilà pour The Binding of Isaac Rebirth. Alors pour conclure, c'est un excellent jeu, je vous conseille très fortement de l'acheter, surtout si vous êtes du genre à avoir besoin de combler des longues nuits d'insomnie. Au niveau des DLC, je ne pourrais que vous conseiller de foncer sur Afterbirth, il est extrêmement bien et très intéressant. Quant à Afterbirth Plus, à part Apollyon, Delirium et Ultra Grenadier, il n'y a rien de bien folichon. Vous pourrez l'acheter, mais je vous le conseille plutôt en solde. Voilà, que dire de plus? Au revoir. Stop, attendez avant de quitter la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire, je profite que je vous ai encore sous la main pour vous annoncer que j'ai désormais une page Instagram. Si jamais vous voulez la suivre, je poste notamment mes dessins, mais également quelques conneries en photo ou en vidéo. Donc voilà, si jamais vous avez un compte et que vous voulez venir me follow, le lien est dans la description, c'est le Théobout 3. Voilà, donc venez me voir si vous voulez. Voilà, tu peux mettre l'outro maintenant. Try a pumping lead.